Bien. Je remercie Monsieur Jacques Toubon de nous rejoindre. J'ouvre cette audition. J'ai souhaité que le défenseur des droits puisse être entendu par la commission des lois avec les pouvoirs d'une commission d'enquête, en raison notamment des travaux qu'il a effectués sur la déontologie des missions de sécurité. Monsieur le défenseur des droits, je vais vous donner la parole et ensuite les collègues de la commission des lois et les collègues sénateurs qui assistent à nos travaux pourront avoir avec vous un échange. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la rapporteure et Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'ai été, à beaucoup d'égards, honoré d'être choisi parmi les personnalités qui ont été ou seront entendues par votre mission d'information en forme de commission d'enquête au sein de votre commission des lois. Et j'ai volontiers, naturellement, déféré à votre invitation, d'autant plus qu'elle ne souffre aucune possibilité d'être contredite. Absolument. Et le défenseur des droits serait le dernier à nier effectivement cette prérogative des commissions d'enquête. Ce que je vais vous dire, naturellement, est un peu, je le pense, d'une nature différente, et beaucoup même d'une nature différente de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, dans la mesure où les personnes qui ont été entendues par votre commission d'enquête sont des acteurs directs ou indirects des faits sur lesquels vous enquêtez, en amont ou en aval. Pour ce qui me concerne, et vous venez de le dire, Monsieur le Président de la Commission, ce que je peux vous apporter, c'est un éclairage sur une notion née il n'y a pas si longtemps dans notre pays, à la fin des années 90, la déontologie de la sécurité et sur les moyens que le défenseur des droits, qui en est aujourd'hui, depuis la réforme constitutionnelle de 2008 et la loi organique de 2011 chargée, peut vous apporter pour, en quelque sorte, vous instruire sur ce sujet. Bien que, à travers, vous le savez, les très nombreuses rencontres que nous avons souvent eues entre la Commission des lois et le défenseur des droits, vous ayez déjà sur beaucoup de ces sujets, beaucoup de notions, encore récemment, lors de la mission que vous avez effectuée sur ce que j'appellerais le moral des forces de police et dont le rapporteur était M. Grosdidier. L'article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 confie, parmi les 5 missions qui sont les siennes, au défenseur des droits la mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant une activité de sécurité sur le territoire de la République. Ce contrôle concerne et s'applique policiers nationaux, militaires de la gendarmerie, policiers municipaux, agents de l'administration pénitentiaire et douaniers, agents de surveillance des transports en commun, dont vous savez que, je fais une parenthèse, du fait des lois récentes, notamment de la loi qui est intervenue il y a 2 ans, ils ont aujourd'hui des prérogatives qui les rapprochent beaucoup des forces de police et de gendarmerie, les agents de sécurité privée, surveillance, gardiennage, services d'ordre privé, les enquêteurs privés aussi, j'appellerais les détectives. Dans le cadre de cette mission de veille du respect de la déontologie par les forces de sécurité, le défenseur des droits traite des réclamations individuelles. L'année dernière, elles se sont montées dans ce domaine à 900, mène des réflexions sur des sujets d'intérêt général, par exemple la doctrine du maintien de l'ordre, l'usage des armes de force intermédiaire,
Elle met en place des actions de sensibilisation, notamment par les formations que nous dispensons dans les écoles de police, de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire. Je rends naturellement dans ce domaine des avis au Parlement sur les projets de loi, justement sur la loi Savary dont je parlais il y a un instant, ou en matière de sécurité publique. Nous avons beaucoup travaillé avec votre commission pendant toute la période de l'état d'urgence sur les lois destinées à lutter contre le terrorisme ou sur la loi, par exemple, qui a modifié les termes de la légitime défense pour les policiers. Nous réalisons aussi des missions d'observation, et justement, je vais en parler, à l'occasion, par exemple, de démantèlement de camps de migrants à Calais, à Paris, ou d'autres circonstances dans lesquelles une observation indépendante est utile. En 2017, donc, nous avons reçu 1228 saisines dans le domaine de la déontologie de la sécurité. J'ai donné 900 par erreur, je me référais à 2016. 1228 saisines en 2017 dans ce domaine de la déontologie de la sécurité. Dans le cadre des enquêtes qu'il a fait sur les réclamations individuelles, le défenseur des droits a la possibilité de demander la communication de pièces administratives ou judiciaires. Le secret de l'enquête ou de l'instruction ne peut être opposé au défenseur. Les pièces couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel entre un avocat et son client lui sont également accessibles, si la personne concernée lui en donne l'autorisation. Il peut d'autre part effectuer des vérifications sur place. Il peut procéder à l'audition des réclamants, des témoins, des mises en cause, qui peuvent se faire assister, naturellement, de la personne de leur choix. Dès lors qu'une enquête judiciaire est en cours ou qu'une juridiction est saisie sur les mêmes faits, comme c'est le cas dans la présente affaire, le défenseur des droits a l'obligation de solliciter l'accord de l'autorité judiciaire, plus souvent c'est le parquet, avant de mettre en œuvre ses pouvoirs d'investigation. Tous les éléments réunis au cours des investigations, témoignages, rapports administratifs, éléments de l'enquête judiciaire, certificats médicaux, vidéos, sont présentés et débattus contradictoirement au cours des auditions, puis par écrit dans une note récapitulative qui est adressée aux mises en cause et auquel celui-ci ou celle-ci doit répondre avant que nous prenions une décision. L'enquête menée aboutit donc à une décision écrite qui peut, en cas de manquement avéré, être assortie de recommandations visant à en prévenir le renouvellement et portant sur la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'agent mis en cause. Nous les demandons au ministre de l'Intérieur ou au ministre de la Défense, par exemple, ou au ministre de la Justice, peut emporter la modification de textes législatifs ou réglementaires ou un changement des pratiques. Parmi les 10 demandes de poursuites disciplinaires que j'ai formulées en 2017, 3, car je le souligne, moins de 10% des cas qui me sont présentés entraînent de ma part une déclaration de manquement, c'est-à-dire que dans plus de 90% des cas qui me sont présentés, la demande du réclamant est soit injustifiée, soit il est impossible de se faire une détermination. Je le souligne parce que nous ne sommes pas là comme une sorte de surveillant général pour la police. Donc parmi les 10 demandes de poursuite disciplinaire formulées en 2017, 3 ont mis en cause des comportements violents en cours d'opération de maintien de l'ordre. L'une, c'était l'utilisation d'un lanceur de balles de défense 40-46 de manière dissuasive, décision 2017-277. L'autre, des violences commises à l'encontre d'un manifestant à Paris, 2017-320. Et la troisième, des violences commises à l'encontre d'un manifestant à Paris également, 2017-321. C'est donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, fort de son expérience, de ses constats
et de sa connaissance des règles qui régissent le comportement professionnel des membres des forces de sécurité que le défenseur des droits s'efforcera de contribuer à la mission de contrôle qu'exerce en ce moment la représentation nationale. En l'occurrence, je suis en mesure de vous apporter un éclairage sur le rôle des policiers nationaux concernant la présence d'observateurs extérieurs au sein d'une manifestation, leur encadrement, les limites de leurs prérogatives, les signes distinctifs dont ils peuvent être porteurs. Et d'autre part, vous faire part de réflexions générales, dès lors que je ne suis pas saisi, sur la réaction des policiers lorsque les observateurs prennent une part active à une opération de maintien de l'ordre et sur les suites à donner sur un usage de la force susceptible d'être qualifié, selon la déontologie de la sécurité, de disproportionné. Il y a aussi une question que je qualifierais d'annexe, mais je veux la mentionner. Qu'en est-il de l'éventuelle compétence du défenseur des droits concernant M. Benalla, dès lors qu'il est habilité à exercer des activités de sécurité privée par le CNAPS, le Centre national des activités, mais qu'il conviendrait de connaître son rôle et ses missions exactes pour déterminer s'il exerce à titre principal une activité de sécurité. Première série d'observations, Monsieur le Président, le cadre général de la présence d'un observateur accompagnant les forces de l'ordre. Je ferai d'abord mention de notre expérience, de l'expérience du défenseur, et d'autre part, j'évoquerai les difficultés qui sont posées par l'affaire dont vous êtes saisi sur ce sujet, c'est-à-dire la présence d'un observateur accompagnant les forces de l'ordre. La présente affaire pose la question du cadre juridique prévoyant la présence d'observateurs accompagnant les forces de l'ordre. À notre connaissance, ce cadre n'est pas formalisé ni par des notes, ni par des instructions. Donc, c'est dans ce cadre, en quelque sorte inexistant, que je vais m'exprimer. L'expérience du défenseur des droits en tant qu'observateur est certaine. Bien que non formalisée, la présence d'observateurs accompagnant les forces de l'ordre est possible. Et c'est ainsi qu'à ma demande, en lien avec le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris, plusieurs de mes agents ont été observateurs au cours d'opérations de maintien de l'ordre. À l'invitation du ministre de l'Intérieur lui-même, M. Cazeneuve, à Calais, à l'occasion du démantèlement du camp de la Lande en octobre 2016. Après avoir informé le préfet de police à l'occasion du démantèlement du camp de migrants de Stalingrad à Paris en novembre 2016. Sur invitation du préfet de police lors du défilé du 14 juillet 2017. Et très récemment, après que j'en ai informé le préfet de police, à l'occasion de l'évacuation du campement de migrants de la Villette le 30 mai 2018. Chacune de ces missions d'observation a été préparée en toute transparence avec la collaboration des autorités de police par le biais de contacts téléphoniques, puis formalisés par des échanges de mails et de courriers. Sur chacune de ces opérations, les agents du défenseur des droits avaient pour unique mission d'observer le travail des forces de l'ordre et la prise en charge des personnes, et notamment des migrants, et avaient pour instruction de ne pas intervenir dans les opérations en cours. Ils disposaient d'un numéro de téléphone leur permettant de se mettre rapidement en contact avec un policier référent, joignable en cas de difficulté. Ils étaient présents à la fois sur le terrain avec les policiers et les gendarmes et au centre d'information et de commandement pour avoir une vision plus globale du déroulement des opérations. Ils ont également pour consigne de présenter systématiquement leur statut et le but de leur présence lorsqu'ils entrent en contact avec une personne, quelle que soit sa qualité, et sont aisément identifiables par le port d'un brassard bleu qu'ils portent sur le bras et sur lequel est inscrit « Défenseur des droits ». Voici le brassard que portent les observateurs du défenseur des droits lorsqu'ils font des observations. Ça n'a l'air de rien, mais ça accrédite naturellement la mission qu'ils effectuent. Ils sont donc aisément identifiables par le port de ce brassard. À l'issue de ces opérations d'observation, qui se sont toujours déroulées dans de bonnes conditions, y compris
je le dis, dans les circonstances les plus difficiles, et notamment, vous en souvenez tous, quand le camp de la Lande à Calais a été évalué en octobre 2016. À la suite de ces opérations qui sont toujours déroulées correctement, les agents du Défenseur des droits ont systématiquement rédigé des rapports mentionnant leurs constats. Voilà, Monsieur le Président, l'expérience vécue de l'observation par le Défenseur des droits. Les difficultés posées par la présente affaire. Quant à l'observateur, son statut, sa conduite, il est difficile de déterminer avec certitude la procédure à suivre pour solliciter et obtenir une habilitation pour être observateur. Je vous ai dit ce que nous faisions, nous, dans le cadre de notre mission, mais ça ne répond à aucune, je dirais, règle préétablie. Deuxièmement, il est difficile de déterminer la personne qui a autorité pour délivrer une habilitation, de déterminer le but de la présence des observateurs en général, et en l'espèce, au regard de leurs fonctions à l'Élysée, de déterminer quelles sont les instructions transmises aux observateurs sur leurs prérogatives, leur marge de liberté, de déterminer les signes devant être portés par les observateurs susceptibles de les identifier sans les confondre avec des membres des forces de l'ordre qu'ils ne sont pas, les mesures de sécurité à prendre pour éviter qu'un observateur soit mis en danger, et à ce titre, le port d'un casque de policier par un seul des observateurs, alors que ni le second observateur ni le référent n'en portent, peut interroger. Le rôle du policier référent, qui dans la présente affaire accompagnait les deux observateurs. L'obligation de rédiger des rapports par les observateurs et leurs référents à l'issue de l'observation. L'organisation de réunions de préparation et de compte-rendu permettant d'organiser l'observation dans les meilleures conditions et de faire un retour d'expérience sur les constats et les éventuelles difficultés rencontrées. Sur tous ces points, il n'y a pas en réalité de règles. Il existe probablement des habitudes, il existe des façons de faire, et je ne les mets pas en cause, mais je pense qu'elles n'ont pas, naturellement, la certitude que peuvent comporter des règlements. Et c'est pourquoi je ferai, Monsieur le Président, une recommandation devant votre commission, c'est celle de formaliser un cadre juridique sur la présence d'observateurs accompagnant les forces de l'ordre. Et ces cadres juridiques devraient notamment concerner la situation des référents aussi, ce qui devrait permettre à l'avenir de résoudre certaines des difficultés soulevées par la présente affaire. Maintenant, mes observations sur les faits qui se sont produits le 1er mai 2018 et qui sont à l'origine de la mission d'information devant laquelle je suis entendu. Dans ce type de situation, je peux dire ce que mes services feraient. Ils mèneraient une instruction contradictoire en demandant communication des différents rapports qui ont été rédigés, des enregistrements vidéo conservés et en procédant aux auditions des protagonistes. Mais dès lors que je ne suis pas saisi de cette situation, mes observations seront donc formulées sous forme d'interrogation et non de constat sur le déroulement des faits que, par définition, je n'ai pas pu faire. Autrement dit, qu'aurait fait le Défenseur des droits s'il avait été saisi en mettant en œuvre les méthodes d'instruction qu'il utilise couramment afin d'accomplir sa mission de contrôle de la déontologie de la sécurité? Je vais d'abord parler de l'ordre de procéder à des interpellations. Sur une vidéo, il semble que l'on aperçoit les deux personnes interpellées jeter chacune un projectile sur les forces de l'ordre. Si ces faits étaient confirmés, les conditions pour procéder à leur interpellation paraîtraient réunies. Reste à déterminer qui a donné l'ordre de procéder aux deux interpellations visibles sur les vidéos. Pour quelles raisons les observateurs, dont on sait désormais qu'ils ne sont pas membres des forces de l'ordre, ont-ils pris une part active
dans l'interpellation de 2 personnes, notamment en faisant usage de la force à leur encontre. Pour quelle raison cet ordre n'a-t-il pas été exécuté exclusivement par des policiers? Voilà pour ce qui concerne les questions sur les interpellations. Deuxième série de questions que je me poserai, si j'étais saisi, la proportionnalité de l'usage de la force. Les images vidéo pourraient laisser penser que l'usage de la force par les 2 observateurs au cours de leur intervention n'est pas proportionné au comportement des 2 personnes interpellées au moment où ces gestes sont pratiqués. Ces gestes ne semblent pas correspondre aux gestes techniques enseignés aux policiers. C'est l'expression qui est employée dans la police. De façon générale, sur toutes les affaires comparables, le défenseur des droits apprécie la proportionnalité de l'usage de la force au regard notamment du but poursuivi lors de l'intervention, du contexte d'intervention, du comportement de la personne appréhendée et des lésions médicalement constatées après l'intervention. Des éléments touchant à la personne du réclamant, tels que l'âge ou l'état de santé, entrent également en ligne de compte, de même que les gestes techniques ou l'arme utilisée. Ainsi, parmi les nombreuses affaires traitées en la matière depuis sa création, le défenseur des droits a constaté un usage disproportionné de la force et recommandé des sanctions disciplinaires dans 7 affaires s'étant déroulées dans un contexte de maintien de l'ordre. Dans 3 affaires, il s'agissait d'un usage disproportionné de lanceurs de balles de défense sur des manifestants alors que les circonstances ne le justifiaient pas. Bien entendu, je donnerai, autrement que verbalement, toutes les références de toutes les décisions dont je parle, bien entendu, Madame la rapporteure, mais comme vous le savez, tout est sur mon site, hein, donc, mais je vous donnerai les références précises. Une autre affaire, c'est l'utilisation de gaz lacrymogène sur des manifestants pacifiques. 2 affaires concernent des coups portés à des manifestants qui étaient déjà maîtrisés. Et enfin, c'est une affaire d'ailleurs très récente que je viens de passer devant le collège que préside Claudine Angélique Trocaz, c'est-à-dire le collège consultatif concernant la déontologie de la sécurité. C'est une affaire qui concerne un manifestant qui a été piétiné à l'occasion de ce qu'on appelle techniquement un bond offensif d'une unité de police. À ce point, je sortirai simplement des constats que j'ai faits donc dans ces 7 affaires et des interrogations qu'on peut avoir sur l'affaire qui vous occupe, pour me dire qu'il y aurait probablement à réfléchir sur la légitimité et l'intensité de l'usage de la force par les membres des forces de sécurité. Est-ce que, en quelque sorte, l'intensité est aujourd'hui acceptée, une forte intensité, est aujourd'hui acceptée davantage, comme certains le disent? Est-ce qu'au contraire, et notamment du fait de la diffusion, et on en a un exemple encore dans notre affaire, ici, du fait de la diffusion instantanée et très large des images prises par des observateurs extérieurs de toute nature, est-ce qu'au contraire, il y a une plus grande sensibilité à l'usage de la force? La question me paraît devoir, à la fois, à l'occasion des opérations de maintien de l'ordre, mais aussi de manière générale dans les interventions individuelles des membres des forces de sécurité, cette question me paraît devoir être posée. J'ai, depuis 48 heures, écouté beaucoup des personnalités que vous avez interrogées, et certaines ont considéré que l'intervention était proportionnée, d'autres, au contraire, que non. Nous constatons que, dans notre travail quotidien, quand nous proposons, par exemple, une sanction disciplinaire pour
usage disproportionné de la force, le plus souvent, les autorités hiérarchiques, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, nous répond que ce n'est pas ce qu'il a jugé et que donc il ne donnera pas suite à notre demande de sanction disciplinaire. Vous voyez que cette appréciation, elle me paraît tout de même, comment dirais-je, valoir une véritable interrogation à la fois juridique et politique. C'est ce que je me permets en tout cas de suggérer. Et pour ma part, et pour notre part, je le dirai tout à l'heure, dans les travaux que nous avons faits sur la doctrine du maintien de l'ordre, ce sont des questions que nous nous sommes posées. Troisième point, la réaction des fonctionnaires de police lorsque les observateurs font usage de la force. La réaction des policiers qui étaient présents pendant que les observateurs font usage de la force, évidemment, pose différentes questions. Que voient-ils? Que font-ils? Quelles instructions reçoivent-ils? Que savent-ils à ce moment-là du statut des deux observateurs? Il semble que les policiers s'éloignent de l'action et qu'aucun agent de la force publique ne s'interpose lorsque M. Benalla maîtrise violemment le jeune homme. Est-ce que, c'est une question que nous nous posons toujours dans nos instructions, est-ce que les images vidéo donnent ou pas une vision exacte de la situation? Les policiers pensent-ils avoir affaire à un collègue? Connaissent-ils le statut des deux observateurs? Les policiers pensent-ils que l'usage de la force à l'encontre du jeune homme est proportionné? Ça revient au débat que je disais tout à l'heure sur la légitimité et l'intensité de l'usage de la force. Sur les différentes vidéos qui circulent dans les médias, il semble que le policier référent, chargé de prendre en charge les deux observateurs, est régulièrement en retrait de l'action. Il semble ne pas intervenir pour expliquer aux observateurs le cadre et les limites de leur présence, ni intervenir auprès des autres policiers présents. Quatrième point, les suites données à ces événements. Les policiers présents ont-ils rédigé des rapports à l'issue de leur mission, comme c'est la norme, dans les réclamations traitées par le défenseur des droits, notamment sur les violences dont ils ont été témoins et qui ont fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire après la diffusion des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire après le 18 juillet. La hiérarchie des policiers, informée très rapidement après les faits grâce aux vidéos circulant sur les réseaux sociaux, a-t-elle demandé des rapports circonstanciés aux policiers qui sont intervenus? Pour quelles raisons ces faits, vraisemblablement décrits dans des rapports, semblent ne pas avoir eu immédiatement de suite, ni judiciaire, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, ni administrative, avec une saisine de l'IGPN? L'absence de saisine de l'inspection générale, dès le 1er mai, s'explique-t-elle par le fait que les observateurs ne sont pas policiers, ou parce que les réactions des policiers visibles sur les vidéos ne sont pas susceptibles de révéler des manquements? Au regard des incertitudes qui semblaient exister sur le statut des protagonistes et aussi sur les responsabilités prises par les membres de la hiérarchie policière, on pourrait s'interroger sur l'éventualité d'une enquête immédiate de l'IGPN. Enfin, dernière question, il semble que le CNAPS a délivré une habilitation à M. Benalla le 9 juillet 2018 pour être dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. Cette habilitation aurait-elle été remise en cause si les faits du 1er mai avaient donné lieu à une enquête judiciaire ou administrative? Permettez-moi pour conclure, comme je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le rapporteur, de souhaiter que la présente situation ne nuise pas à la pratique des observateurs, car l'observation extérieure et indépendante est une garantie de transparence indispensable au bon fonctionnement des services publics et en particulier de ceux qui sont chargés des missions particulièrement difficiles de la sécurité et du maintien de l'ordre. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que cela me conduit, pour terminer, à rappeler quelles sont les préoccupations du défenseur des droits et les propositions du défenseur des droits quant à la doctrine, comme on dit, du maintien de l'ordre. Vous savez que nous avions
reçu au début de 2017 une demande d'étude de la part du président de l'Assemblée nationale, M. Claude Barthelone, et que j'ai rendu cette étude au président de l'Assemblée nationale actuel, M. François de Rugy, en janvier 2018. Cette étude dresse un bilan des outils et des méthodes du maintien de l'ordre au regard des règles de déontologie, et je me suis appuyé pour cela sur une quarantaine de professionnels compétents en la matière, sur des éléments comparatifs internationaux et enfin sur les recommandations formulées à l'issue du traitement de réclamations individuelles. Et cette mission d'étude a été conduite sous ma responsabilité par Claudine Angélique-Rocaz. Je pense qu'il serait souhaitable que les recommandations issues de ce rapport soient prises en compte dans le cadre des travaux que mène aujourd'hui d'ailleurs la police nationale en vue de faire évoluer la doctrine du maintien de l'ordre. Elle me semble pouvoir en tout cas vous éclairer pour ce qui vous concerne dans le cadre de vos travaux. 3 principales conclusions ou recommandations, je terminerai là-dessus. La gestion du maintien de l'ordre doit reposer sur l'emploi de forces professionnalisées et formées, comme les compagnies républicaines de sécurité et la gendarmerie mobile, mais alors qu'aujourd'hui, la pratique du maintien de l'ordre est assez disparate. Elle est disparate entre l'Île-de-France et les régions, elle est disparate entre les unités constituées et spécialisées et celles qui ne le sont pas. Je pense véritablement que tout milite en faveur d'un renforcement de la formation et du contrôle des forces chargées de l'ordre public. Deuxième recommandation, c'est celle qui concerne, et on en a souvent parlé naturellement, de l'usage des multiples armes de force intermédiaires dont certaines, il faut bien le dire, quoique qualifiées de non létales, sont susceptibles de faire des dégâts absolument considérables, y compris de conduire à des décès. Nous sommes saisis de plusieurs cas, naturellement, de blessures graves ou de décès à la suite d'utilisation de armes de force intermédiaires dans des manifestations. En particulier, les 2 lanceurs de balles de défense LBD 4046 et le Flashball Super Pro sont des armes qui provoquent des dangers, qui sont souvent utilisées sans respecter toutes les règles d'emploi. Et je rappelle que le flashball, par exemple, ne fait pas partie de la dotation des gendarmes mobiles et qu'il a été retiré de la dotation des policiers nationaux, ce qui montre que les objurgations du défenseur des droits ont eu quelque efficacité. Mais il fait encore partie de la dotation d'autres unités de gendarmerie qui sont susceptibles d'intervenir en maintien de l'ordre en renfort des gendarmes mobiles. J'ai donc recommandé que tous les lanceurs de balles de défense soient retirés de la dotation des forces de sécurité qui interviennent en maintien de l'ordre. Je ne parle pas des interventions individuelles, je parle du maintien de l'ordre. Et enfin, je voudrais dire que j'ai constaté ce que l'on peut appeler une certaine judiciarisation du maintien de l'ordre, ce qui me paraît soulever des difficultés au regard de l'équilibre entre les enjeux de sécurité, d'une part, qui sont clairs, et la protection des libertés publiques. J'ai donc recommandé de recentrer le maintien de l'ordre sur la mission de police administrative, de prévention et d'encadrement de l'exercice de la liberté de manifester, dans une approche d'apaisement, de désescalade, comme on dit aujourd'hui, et de protection des libertés individuelles. J'ai proposé de renforcer la communication et le dialogue dans la gestion de l'ordre public avant et pendant le déroulement des manifestations, afin notamment de rendre plus compréhensible l'action des forces de sécurité et de favoriser la concertation. Et enfin, j'ai proposé de limiter le recours à certaines techniques attentatoires aux libertés, telles que l'encagement, les contrôles délocalisés, ce qui soulève à nouveau naturellement la question plus générale des contrôles d'identité, et d'autres pratiques
mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence, les zones de protection, les filtrages, etc. Voilà, Monsieur le Président, je pensais que ouvrir la perspective de l'ensemble des questions que peut poser le maintien de l'ordre aujourd'hui peut permettre à une haute assemblée souvent avide de réflexion en profondeur peut vous permettre de toucher du doigt un certain nombre de sujets qui sont, à mon sens, le contexte dans lequel se situe une affaire que l'on peut naturellement traiter de manière tout à fait ponctuelle, et en tout cas, une information judiciaire est en train de le faire, bien entendu, dans le cadre du Code pénal et du Code de procédure pénale, mais qui doit être aussi, à mon avis, replacé dans la perspective d'un enjeu très fort pour la démocratie. Comment est-ce qu'on assure la liberté de manifester, c'est-à-dire les libertés publiques, tout en garantissant la sécurité des manifestants, de ceux qui ne manifestent pas, et des forces de sécurité, et en respectant, notamment pour ces dernières, les principes et les règles de la déontologie de la sécurité. Merci, Monsieur le Défenseur des droits, pour ces propos liminaires qui ont présenté la profondeur et la précision qui caractérisent vos propos lorsque vous venez devant notre commission. Certaines de vos questions, voire de vos réserves, rejoignent incontestablement nos préoccupations, rejoignent les nôtres. Vous avez, dans un premier temps, rappelé un peu le cadre général du contrôle qui est le vôtre de la déontologie des forces de sécurité, puis après, vous avez abordé plus directement les questions qui sont à l'origine un peu de notre commission d'enquête qui veut essentiellement vérifier l'existence ou non de dysfonctionnements qui ont conduit à la situation et à l'émotion que vous avez développée. J'ai noté d'ailleurs que vous avez axé une large partie de vos propos sur la présence d'observateurs et sur la question de savoir comment cette présence qui est reconnue utile par tout le monde peut être mieux encadrée, en tout cas mieux prévenue, mieux circonscrite, et la Commission verra si à la fin de ces travaux il y a lieu sur ce point d'effectuer ou non une recommandation avec la puissance ou le degré de force qui lui apparaîtra nécessaire. Monsieur le Défenseur des droits, nous allons maintenant, vous vous en doutez bien, aller plus précisément dans le cœur de notre sujet, et je vais donner la parole à nos deux rapporteurs qui vous poseront les questions qu'ils souhaitent, et éventuellement à celles et à ceux qui assistent à cette réunion pour alimenter le débat sur ce point particulier. Alors, je donne la parole à notre collègue Muriel Jourda pour les premières questions, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Défenseur des droits. Merci pour votre propos. Qu'il devient difficile de vous poser une question désormais. Néanmoins, je vais m'y risquer. Elle n'est pas si grande, mais je vais m'y risquer en risquant à la fois d'être redondante. Mais j'ai besoin d'avoir votre avis dans le cadre de vos compétences de défenseur des droits sur une situation qui nous a été exposée au cours de ces auditions. Vous savez, vous l'avez dit, qu'une vidéo a été tournée à l'occasion des manifestations du 1er mai, qui a été mise sur les réseaux sociaux très rapidement, dès le 2 mai. Et tout aussi rapidement, a été identifiée sur cette vidéo une personne qui interpellait des individus au cours d'une manifestation, cette personne se révélant être un observateur, Monsieur Benalla, pour le citer, qui donc intervenait au milieu des forces de police, dans le cadre d'une interpellation que d'aucuns ont pu qualifier d'un peu rugueuse,
et ne maîtrisant pas, cela aussi ça a été établi, vous l'avez rappelé, des gestes techniques de l'interpellation. Cela a été révélé assez rapidement, notamment au ministère de l'Intérieur, qui l'a su dès le 2 mai, et qui donc s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un observateur qui avait probablement, mais on ne le savait pas exactement et on n'en connaissait pas les conditions, échappé à son référent, puisqu'un observateur, même si les règles n'existent pas, est toujours dans la pratique accompagné d'un référent policier qui est à la fois chargé de sa protection, mais aussi de vérifier qu'il n'a pas de comportement inapproprié. Donc nous sommes dans cette situation connue dès le 2 mai du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur ne saisit pas l'IGPN pour connaître notamment les circonstances de ces actes. Le 18 juillet, une nouvelle vidéo est médiatisée. Cette vidéo concerne la même personne, mais en des circonstances un peu différentes, de sorte qu'apparaissent à l'écran des éléments qui n'apparaissaient pas, à savoir le fait que cet observateur, M. Benalla, portait un brassard de police et avait également une radio sur laquelle il conversait. Et là, le ministère de l'Intérieur saisit l'IGPN, nous disant, et c'est Monsieur le ministre de l'Intérieur qui l'a dit au cours de son audition, que le fait qu'on découvre désormais le brassard de police et la radio étaient des éléments suffisants pour justifier la saisine de l'IGPN. Ma question est la suivante. Estimez-vous, au regard de ces éléments, que l'IGPN aurait dû être saisie dès le visionnage de la première vidéo de l'interpellation le 2 mai? Monsieur le défenseur des droits, vous avez la parole bien sûr pour répondre à cette question. J'ajoute une petite précision. Ces délais ont fait, involontairement, que les vidéos, la plupart des vidéos devaient avoir disparu, puisque nous avons dépassé le délai de 30 jours, et que l'ensemble des enregistrements qui ont pu être faits par le réseau Acropole ont disparu, puisque nous sommes après le délai de 60 jours. Madame la rapporteure, quant à la saisine de l'IGPN, après la connaissance qu'on a eue des événements et des personnes impliquées dans ces événements par les vidéos, je distinguerai une saisine de l'IGPN qui serait, ça s'appelle comme ça, pour faire une enquête administrative, purement administrative. À ce moment-là, elle pouvait porter sur les personnes qui peuvent faire l'objet d'une enquête administrative, c'est-à-dire les policiers, mais elle ne pouvait pas porter sur les personnes qui n'étaient pas des policiers. Et en l'occurrence, sur les deux observateurs. Première réponse, donc je dirais une ouverture de l'enquête administrative relativement étroite. Ensuite, ouverture d'une enquête judiciaire dont l'IGPN a le pouvoir, de faire. Là-dessus, cette ouverture pouvait être justifiée par la violence, les faits eux-mêmes, qui pouvaient naturellement être considérés comme constitutifs, éventuellement, d'infractions pénales. Sur ce point, j'ai observé que la directrice de l'inspection générale, ce matin, lorsque vous l'avez entendu, a justement expliqué que cela n'avait pas été fait parce que la force qui avait été employée, les gestes qui avaient été faits, etc., avaient été considérés comme proportionnés, en quelque sorte, ou non violents, ou pas suffisamment violents pour entraîner l'ouverture de cette enquête. Et c'est un peu à partir de cette réflexion qui a été faite ce matin par Mme Monnet-Génu-Sorbier que je vous ai posé tout à l'heure la question de légitimité, intensité de l'usage de la force par les forces de sécurité. C'est une question qui mérite d'être posée suivant les points de vue que l'on a. Donc, sur l'enquête administrative comme sur l'enquête judiciaire, voilà le positionnement de la question. Et je vous ai dit tout à l'heure, que, de mon point de vue,
la question pouvait vraiment se poser au moment des faits, puisque vous avez bien parlé du 2 mai, d'ouvrir en tout cas une enquête judiciaire, mais je me garderai bien, Madame la rapporteure, de vous donner là-dessus une opinion du défenseur des droits, parce que je n'ai naturellement aucun titre à le faire, mais ça fait partie des questions qui méritent d'être posées. Madame la rapporteure, vous voulez préciser peut-être votre question ou Oui, en une autre? Non, pas du tout. Je prends note de la réponse de Monsieur le Défenseur des droits et je le remercie. Ma question, en réalité, ne portait pas tant sur l'IGPN elle-même, car il nous a été expliqué ce matin qu'ils ignoraient totalement qu'il s'agissait d'un observateur, ils pensaient qu'il s'agissait d'un policier, ce qui permet effectivement de considérer les choses différemment. Il portait sur le fait que les personnes qui avaient la connaissance de la qualité d'observateur, c'est-à-dire du fait que nous étions totalement hors d'une interpellation normale, auraient pu s'interroger et peut-être se répondre favorablement sur la saisine à ce moment de l'IGPN, voire l'usage de l'article 40. Oui. Non. Alors, effectivement, il y a deux questions. Qu'on saisisse l'IGPN ou que l'IGPN se saisisse. Enfin, c'est bon. Oui. Mais là, Madame la rapporteure, permettez-moi de vous dire que votre commission d'enquête y parviendra peut-être, mais moi, je serai bien impuissant à sonder les reins et les cœurs de ceux ou de celles dont vous parlez. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, voulez-vous poser une autre question maintenant, attendre éventuellement, ou renoncer à poser les questions? La commission d'enquête s'applique à moi quasiment. Oui. Pour l'instant, je cède mon tour à ceux qui veulent poser des questions. Alors, vous cédez nécessairement votre tour à notre collègue Jean-Pierre Sueur. Bien, merci, Monsieur le Président. Donc, en ma qualité de co-rapporteur, puisque nous sommes deux rapporteurs, Monsieur Toubon, défenseur des droits. Je voulais d'abord vous dire que votre discours liminaire, extrêmement élaboré, sera précieux, car vous entendant, je me disais qu'on pourrait presque réfléchir à une proposition de loi qui permettrait d'appréhender toutes ces situations d'observateurs lors diverses actions relatives à la sécurité ou d'autres, parce que c'est vrai que le statut est assez flou. Nous avons eu beaucoup de mal à savoir qui était à l'origine de la décision de faire que M. Benalla soit rapporteur, soit observateur, excusez-moi, la journée est longue, soit observateur, hein, et nous avons eu quelques peines à bien comprendre qui, dans la police, était tuteur, s'il y avait un tuteur, et donc chargé de l'accompagner, voire de rendre compte de ce qui s'est passé, puisqu'une des questions, vous l'avez peut-être vu, que nous avons eu l'honneur de poser à Monsieur le préfet de police est la suivante. Finalement, dans cette affaire, le préfet de police de Paris, comme le ministre de l'Intérieur, ont été informés des faits par l'Élysée, mais pas par quelqu'un de la police nationale. Or, compte tenu de la gravité des faits, il eût été quand même évident que le responsable de la sécurité publique sur place rende compte de ce qui s'est passé au préfet de police et au ministère de l'Intérieur. Alors, donc, merci pour cet apport qui pourra, je crois, donner lieu à des travaux utiles. J'ai deux questions. La première sur la question de l'article 40. Je crois que il y avait déjà un article 40 assez célèbre dans la sphère parlementaire qui nous fait réagir très souvent. Mais de triste réputation. Oui, et alors nous avons maintenant, nul n'ignore dans la République française, l'article 40 du Code de procédure pénale qui dit que toute autorité constituée, etc., qui a connaissance d'un délit ou d'un crime est tenue d'en informer le procureur de la République sans délai.
À cet égard, nous avons posé à Monsieur le ministre de l'Intérieur la question de savoir pourquoi il n'avait pas appliqué l'article 40. Parce que lorsque la vidéo apparaît, il est clair qu'il y a un membre du cabinet du président de la République qui fait usage de force, une force policière, alors qu'il n'est pas policier et qu'il n'a aucun titre à le faire. Qui, de plus, s'arroge des signes distinctifs de la police nationale alors qu'il n'a aucun titre à le faire. Monsieur le ministre de l'Intérieur nous a dit, et monsieur le préfet de police nous a dit, dès lors que l'Élysée est saisi, et c'est vrai que l'Élysée était saisi, puisque c'est l'Élysée qui les a saisis l'un et l'autre, il revenait au directeur de cabinet du président de la République, au secrétaire général, et pourquoi pas au président de la République lui-même, de saisir la justice. Et alors tout le monde se renvoie la chose, et personne n'a en définitive appliqué cet article. Donc je voulais savoir quelle est, en tant que défenseur des droits, votre appréciation sur le fait que tout le monde se dérobe alors qu'il y a un délit qui est patent devant l'application de l'article 40. Il est vrai que cet article 40 ne comporte pas de sanction quand il n'est pas appliqué. C'est la première question. Je ne sais pas si je pose la deuxième. Si vous voulez, monsieur le défenseur des droits était très complet tout à l'heure, nous en avons loué. Bon, alors je peux pense poser que vous la avez deuxième. noté également que la question est très complète. Il fera une réponse globale. En deuxième lieu, on se pose tous la question. Imaginons, dans les diverses responsabilités que nous avons pu exercer les uns les autres, quelqu'un qui dysfonctionne aussi gravement. Il est quand même indispensable qu'il y ait pour le moins une sanction. Monsieur le directeur de cabinet met en œuvre une sanction. Et il met à pied la personne pendant 15 jours. Il le prive de son salaire dans des conditions d'application qui ont pu donner lieu à quelques débats. Et après, il revient. Mais moi, j'ai un réflexe un peu peut-être instinctif, et peut-être trop. Une personne comme ça, moi, si j'étais le patron, j'aurais plutôt comme idée de l'exfiltrer totalement. Et de faire que si, au bout des 15 jours de mise à pied, il garde son emploi, de le mettre dans un service administratif, par exemple aux archives, ou dans d'autres services, non pas dans un placard. Car j'ai toujours été, non, Madame Benbassa, j'ai toujours été opposé à toute placardisation parce que c'est une manière de se moquer des gens et de mépriser ce que tout être humain peut apporter au service public. Mais en tout cas, de ne pas le mettre après, de ne pas le placer en première ligne dans des matières qui ont trait à la sécurité et à la protection. D'ailleurs, monsieur le porte-parole de l'Élysée dit qu'après sa mise à pied, il a été déchargé des questions de protection, de sécurité. Mais alors après, nous avons demandé à monsieur le directeur de cabinet comment ça s'est traduit. Parce que... Et je vais bien sûr arriver à votre question. Mais j'arrive à la question. Comment ça s'est traduit ? Eh bien, ça s'est traduit par le fait que le dit personnage, naturellement, il n'était pas responsable de la sécurité ni de la protection, mais il continuait à s'occuper des déplacements privés du président de la République. Et pour ce qui est de la vie publique, il apparaissait dans des fonctions tout à fait officielles, qu'il s'agisse d'accueillir à Roissy les Bleus et de l'en transporter, il était dans le bus avec les joueurs, les footballeurs, et d'ailleurs, il a demandé que le bus aille plus vite, de manière à respecter l'horaire, alors que des gens étaient là, Monsieur le Président, depuis 4 heures, en train d'attendre. Bon, s'est occupé du 14 juillet, il s'est occupé de Simone Veil et de l'entrée au Panthéon des cendres de Simone Veil. Donc, on peut... Et Antoine. Donc, on peut se dire quand même qu'il y a eu mal donne
au sens où on a le sentiment qu'après, comme avant, il était pratiquement dans des fonctions analogues. Est-ce que cela, est-ce que ça vous paraît conforme au droit, vous qui êtes le défenseur des droits? Premièrement, que personne n'utilise l'article 40. Deuxièmement, qu'après la mise à pied, la personne retrouve ses fonctions précitées. Voilà. Merci beaucoup de cette question encore à la fois très complète. Allez-y, monsieur le défenseur. Je répondrai d'abord, monsieur le co-rapporteur, sur la deuxième question. Moi, je ne peux, dans ce genre de situation, que proposer des solutions de droit. Et quand je dis des solutions de droit, je veux dire des solutions qui soient respectueuses du droit et des droits, y compris des droits de la personne concernée, naturellement. Bien. Et que, en quelque sorte, en vertu de ces principes, je récuse ce qui est souvent pratiqué, ce que j'appellerais les solutions ou les formules dissimulées. Il me paraît que, de manière générale, et nous avons, par exemple, dans des réclamations portant sur les sujets de discrimination, nous avons des cas où nous voyons, par exemple, des personnes qui vont être discriminées, par exemple, parce qu'on va leur confier des fonctions ou des dossiers qui sont considérés comme péjoratifs ou inférieurs. Ce n'est pas une vraie sanction, mais nous l'analysons, et notamment lorsque ça s'applique à des personnes en raison de leur santé, de leur âge, de leur handicap, de leur grossesse, de leur orientation sexuelle, nous l'analysons comme une discrimination. Donc, je vous répondrai simplement que je ne peux pas, naturellement, juger de ce que vous avez dit sur le cas de la personne qui fait l'objet de la commission d'enquête, mais je peux dire que si, après, la règle de droit est bien appliquée, c'est correct. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas correct. Et ce que je crois, c'est que, dans ces affaires-là, vous le savez, le droit du travail, surtout s'agissant d'une personne qui était, d'après ce que je comprends, contractuelle, donc le droit du travail est pleinement applicable. Sur la première question, c'est-à-dire sur l'application de l'article 40, je vais vous répondre et je dirai à la Commission et à tous ceux qui sont présents ici ou qui nous regardent, nous écoutent, entendez bien ma réponse, et pour ce qu'elle est, car ma réponse sera tout entière fondée sur l'indépendance et l'impartialité qui constituent la substance même du statut du défenseur des droits. Si j'avais été saisi dans ma mission de contrôle de la déontologie de la sécurité, j'aurais agi comme je l'ai déjà fait dans un cas que j'ai eu à connaître à l'occasion des manifestations contre la loi Travail du printemps 2016. Par ma décision 2017-320 du 1er décembre 2017, j'ai signalé les faits au parquet. De la même façon, j'aurais pu le faire dans la présente circonstance. Mais, je ne suis pas devant vous, monsieur le corapporteur, mesdames et messieurs, comme simple citoyen, comme ancien collègue parlementaire de longue date, comme ancien garde des Sceaux, ou que ce soit d'autres. Vous m'entendez en tant que défenseur des droits. Et en cette qualité, je n'ai pas à exprimer d'opinion. J'accomplis une mission constitutionnelle et en l'occurrence, je n'ai pas eu à le faire.
Votre réponse était très claire, monsieur le défenseur des droits. Je vais passer la parole maintenant à notre collègue Esther Benbassa. Je trouverais illégitime, inéquitable que vous n'ayez qu'une minute pour votre question. Donc vous en avez 2. Oh, merci. Quelle mansuétude! Quelle mansuétude, oui. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais faire une petite rectification. Il n'y a pas eu de suspension de traitement pendant la mise à pied de Monsieur Benalla, mais une future retenue sur ses congés payés. En retard, oui, voilà. Écoutez, maintenant je reviens à mes questions un peu plus importantes. Enfin, c'était important quand même, cette rectification. Je voulais savoir, monsieur le défenseur des droits, si vous avez déjà eu des remontées d'incidents liés à ce genre d'observateurs agissant lors de manifestations parallèlement, aux côtés des forces de l'ordre ou parallèlement aux gendarmes, etc. Deuxième question, est-ce que ce jour-là, à la Contrescarpe, sur la place, est-ce que l'intervention des CRS était justifiée puisqu'il s'agissait, paraît-il, je ne connais pas tous les détails, paraît-il d'un apéro festif. Et si je me réfère à ce qu'a dit la directrice de l'IGPN, il s'agissait des gestes techniques mal maîtrisés et sans préjudice corporel. Et M. Strozda a dit il n'a pas relevé d'acharnement entre M. Benalla et les personnes qu'il frappait. Alors, peut-être que vous avez plus de détails. Et puis, vous avez parlé du fait que M. Benalla avait un agrément, n'est-ce pas? Peut-être je me suis trompée. Un agrément pour créer sa boîte privée. C'est une nouveauté. Enfin, pour nous. Aujourd'hui, on ne l'a pas entendu. Peut-être je me suis trompée. Une habilitation. Une habilitation comme agent de sécurité privée. Une habilitation. Voilà. Et que c'était une habilitation qui aurait été donnée, et c'est dans une des auditions d'ailleurs que vous avez faites ici que ça a été dit, qui aurait été donnée en 2014 pour expirer, puisque c'est des habilitations de 5 ans, en 2019. Voilà, une habilitation donc comme agent de sécurité privée. Et la question que j'ai posée, c'était justement, que j'ai posée d'emblée, c'était de savoir si l'activité qu'exerçait M. Benalla était effectivement celle d'un agent de sécurité privée, auquel cas, par hypothèse, j'aurais été compétent comme défenseur des droits parce que je suis compétent, voilà. Mais c'est la seule question que je pose et elle est purement hypothétique. D'accord. Et en ce qui concerne Madame Benbassa, premièrement, nous n'avons pas eu de cas où nous avons eu à mettre en cause en réalité, pour leur comportement, des observateurs. En revanche, nous avons eu souvent de fois des cas où les observateurs au sens général pouvaient se trouver victimes, en quelque sorte, des agissements de la police ou de la gendarmerie, et donc venir réclamer chez nous. Par exemple, c'est le cas de journalistes qui peuvent avoir été pris à partie ou qui peuvent avoir été blessés. C'est le cas aussi d'un certain nombre de personnes qui pouvaient se trouver dans le... Donc, oui, nous avons eu à traiter de cas d'observateurs, mais non pas du tout comme éventuels auteurs de manquements contraires aux règles de déontologie, mais au contraire comme victimes de ces éventuels manquements. Je ne peux pas, naturellement, vous dire exactement ce qu'il en est, et vous avez fait allusion à la déposition du directeur de cabinet du président de la République, de la directrice de l'inspection générale de la police nationale, de ce qu'il en était de la manifestation qui se déroulait place de la Contrescarpe. Je reviens simplement sur ce que j'ai dit déjà à 2 reprises.
il y a une vraie question d'appréciation de ce qu'est l'usage de la force et à quel degré l'usage de la force, en quelque sorte, est admissible ou pas admissible. Et on voit bien que, pour certains, cette admissibilité est assez haute, et pour d'autres, elle est beaucoup plus basse. Et j'ajoute, Madame Benbassa, que je pense que c'est peut-être une des questions que, dans l'information judiciaire, les magistrats seront amenés à élucider, puisqu'il est clair qu'un des 4 chefs d'accusation se porte sur, justement, effectivement, les violences qui ont été exercées et est-ce qu'elles sont de nature à être qualifiées pénalement. Donc, attendons là-dessus que les juges fassent leur travail. Merci beaucoup, monsieur le défenseur des droits, une nouvelle fois, et en raison même de l'attachement au Sénat, et en particulier à la Commission des lois. Oh, vous vouliez poser une question? Ah, mais c'est toujours possible. Allez-y. Une question très, très courte. Vous nous avez parlé d'éléments distinctifs qui permettent de distinguer un observateur d'un policier en mission et en exercice. Et vous nous avez montré ce magnifique brassard. Au vu, non mais au moins parfaitement artisanal. Non mais parfaitement lisible en tout cas. Et a priori, dans les auditions qu'on a eues, c'est le premier élément qu'on a d'un élément distinctif. Est-ce que, à votre connaissance, vous connaissez d'autres éléments distinctifs, puisque celui-là, c'est vraiment celui qui est attribué aux représentants des défenseurs des droits. Parce que d'après les auditions, nous, on a retenu simplement que les observateurs étaient dotés d'un casque de protection, ce qu'on peut imaginer, éventuellement d'un gilet pare-balles, et puis c'est tout. Madame la sénatrice, j'en connais au moins 2. D'abord, évidemment, la presse, qui est toujours affublée de signes distinctifs, y compris... Même en tant qu'observateur. Oui, mais c'est là où je rejoins ce que vient de dire tout à l'heure le président Sueur. Établir une réglementation sur les observateurs, les référents, etc., est indispensable. Je crois qu'il faut sortir de ce flou. Mais en même temps, ce sera très difficile, car l'observation comprend naturellement, par exemple, le travail de la presse, qui ne peut pas être encadré, sauf à mettre en cause la liberté de cette dernière. Donc, je dirais qu'un journaliste... Alors, vous savez très bien que, de toute façon, il y a des systèmes d'accréditation de la presse, etc. Mais si j'ose dire, un journaliste n'a jamais à demander l'autorisation pour faire son métier, bien entendu. Donc, je pense qu'il y a donc les journalistes qui ont effectivement la presse, mais il y a aussi, dans certaines circonstances, ce que j'appellerais des ONG, des associations, notamment celles qui s'occupent de questions humanitaires ou de questions médicales, par exemple, et qui sont sur les lieux et qui, soit ont une mission précise, par exemple, pour certaines, la prise en charge sanitaire, par exemple, mais d'autres sont simplement là comme observateurs, et elles peuvent, à ce moment-là, être effectivement de manière très lisible, distinguée, avec un brassard, avec la dénomination de leur organisation, par exemple. Donc, je crois que de ce point de vue, à mon avis, les exigences minimum du statut d'observateur pourraient être relativement faciles à établir si vous pensez que ce serait opportun. Merci beaucoup pour ces dernières précisions. Je reviens sur les remerciements que j'allais vous prononcer tout à l'heure. C'est toujours d'un grand intérêt pour nous, monsieur le défenseur des droits, de vous entendre, en particulier au Sénat, en particulier à la Commission des lois. Vous connaissez notre attachement à la défense des droits, aux droits fondamentaux, aux libertés fondamentales. C'est donc encore une fois une audition que vous nous avez permise, qui a été très très intéressante. Maintenant, liberté fondamentale, ce qui est la mission que la Constitution, dans l'article 51.1, m'a confiée, ça consiste, entre autres, à
aider la représentation nationale elle-même à défendre les droits et les libertés fondamentales. Nous en resterons sur cette conclusion et cette audition est terminée. Je vous remercie.